Derrière les lois économiques, des logiques éminemment politiques sont à l'œuvre. C'est ce que montrent les travaux de l'historien Stephen Link du Dartmouth College aux États-Unis lorsqu'il analyse le Fordisme et son rôle dans le décollage économique des États-Unis. C'est le sujet d'une chronique de Antoine Reverchon, notre invité. Bonjour. Bonjour. Donc Antoine Reverchon, vous êtes chroniqueur au Monde et vous êtes responsable des pages idées, débats économiques. Alors dans votre chronique, finalement, vous nous expliquez comment, avec une recherche historique, on peut regarder d'une autre façon le décollage économique des États-Unis. Alors comment d'abord ? Oui, la théorie classique sur le fait que les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale disent que c'est la guerre de 14 qui a fait que les États-Unis ont pris le pas sur l'Angleterre et sur les autres puissances. Mais en fait, ce phénomène est visible bien avant la guerre de 14, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, les États-Unis sont exportateurs de biens de matières premières comme le pétrole, le blé, la viande, etc. Et ensuite, l'acier. Ensuite, dès 1913, en fait, 50% des exportations américaines sont des produits manufacturés. Donc cette révolution, ce changement de place dans le système productif mondial date d'avant la guerre de 14, dès 1913. Contrairement à ce qu'on nous enseigne souvent, en fait. Voilà. Alors vous expliquez que finalement c'est un choix un peu politique de favoriser Ford. Alors il se trouve que l'étude très détaillée que fait Stephen Link montre que parmi les nombreux entrepreneurs, Ford joue beaucoup mieux que les autres la carte de la relation politique avec les élus locaux quand il s'agit de pouvoir construire une usine à un endroit, enfin de développer une première usine, qui au départ est minuscule, à un endroit, d'obtenir des taxes qui soient plus favorables, d'empêcher les concurrents de venir s'installer aussi. Il y a aussi un jeu politique dans la mesure où les tensions sociales à cette époque-là sont assez fortes entre la main-d'œuvre ouvrière et les patrons locaux, et que Ford joue la carte de l'apaisement social déjà en montant les salaires, et que pour cela, il négocie en échange du fait qu'il garantit une espèce de paix sociale, il obtient des municipalités et des juges le fait de s'installer là plutôt que là, parce que les juges aux États-Unis sont élus. Et c'est la même chose pour la propriété industrielle, par exemple. Tout le monde dépose des brevets à l'époque, mais c'est ceux de Ford qui l'emportent sur les autres parce qu'il sait discuter avec les juges. Et donc il y a des équations locales politiques qui expliquent que le développement de Ford à cet endroit-là, à ce moment-là, et que ce n'est pas seulement une question de loi générale de l'économie qui voudrait qu'il suffit d'avoir dans l'équation des ressources naturelles, une main-d'œuvre qualifiée et des entrepreneurs pour que ça marche. Il faut qu'il y ait une situation locale. Alors là, on a les bases, même si ce n'est pas encore théorisé par les gains de productivité du Fordisme, on a les bases du compromis fordiste, finalement, qui sont très très anciennes et qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. C'est clairement ça. Et ce qui est la particularité aussi locale, c'est qu'il y a une main-d'œuvre allemande extrêmement importante, d'ouvriers venant d'Allemagne, des gens qui sont qualifiés. Il y a aussi une tradition technique allemande qui vient s'installer. C'est un lieu de peuplement, de colonisation allemande, cette région. Et donc Ford recrute sa main-d'œuvre chez les ouvriers allemands qui sont à la fois très qualifiés et en même temps très revendicatifs. Alors, il n'y a pas seulement finalement cette main-d'œuvre allemande, il y a aussi le fait que la technologie qui est importée, elle est largement pillée, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, dans les manuels européens. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on reproche aujourd'hui à la Chine. Alors, expliquez, parce qu'en fait, c'est comme avalisé ensuite par la justice, parce que Ford sait faire pression sur la justice. Voilà, donc il y a une circulation en fait de l'information technique à travers des revues qui circulent de part et d'autre de l'Atlantique, et c'est surtout des revues européennes, allemandes d'ailleurs beaucoup, en effet, et donc c'est un peu l'open source de l'époque, et l'information circule, mais il y a des querelles sans arrêt entre justement les différents concurrents de Ford sur la propriété des brevets et sur qui copie qui, alors qu'en fait tout le monde copie tout le monde, mais Ford réussit à obtenir des juges parce qu'il a une proximité politique et qu'il a un raisonnement qui consiste à montrer à des villes comme Détroit qu'on va faire rouler des voitures partout, ça va être le bonheur intégral et tout, et que ce discours politique, en fait, réussit à lui faire obtenir les faveurs des juges qui, je le rappelle, donc, sont élus aux États-Unis. Et donc c'est ainsi que naissent les grandes puissances. Ça ne correspond pas tout à fait aux lois générales, aux grandes théories, mais c'est de l'étude empirique, et ça permet de comprendre le rôle de la politique. Antoine Reverchon, merci pour cet éclairage.